Alors, non, je suis pas obligé. Je vais pas m'asseoir tout de suite. Oui, effectivement, alors on me demande, quand on me demande, c'est pas une requête, mais de parler de des origines, on va dire. Des origines, avant de parler peut-être du travail, quoi. Donc je m'appelle Laurent Terrasse, je suis né en 1971 à Nîmes, dans le, j'ai vécu jusqu'à ce que j'aille aux Beaux-Arts de Toulon, j'ai vécu dans le Var. Voilà. Et j'ai fait ce qu'on appelait un bac littéraire avec une option art plastique dans un lycée qui était à Hyères. Les Beaux-Arts je rentre en 91 aux Beaux-Arts de Toulon. Je fais 2 ans et demi. On va dire les choses comme elles sont vraiment. J'ai fait 2 ans et demi. Et une demi-année où j'y suis pas allé, quoi. Donc j'avais pas assez de recul, donc j'ai préféré me retirer et refaire une troisième année après, être parti en Chine pendant un premier voyage de 3 mois. Je suis parti tout seul en Chine, quoi. Avec cette idée d'essayer de me déplacer, de voyager sans guide, avec vraiment un strict minimum, juste un sac. Ça c'était en 92, 93. Donc après être parti en Chine, j'ai passé mon diplôme, mon DNAP, donc les 3 premières années. Ça s'est bien passé. Et après je suis parti à l'armée, parce que l'armée m'a rattrapé. Et j'ai été photographe aérien sur la base d'hélicoptères du LUC, l'école d'application de l'aviation légère, quoi, l'armée de terre. Et j'ai été photographe aérien dans les hélicoptères pendant 1 an, où j'ai fait 30 000 photos, autant de vues aériennes, des obliques, basses, hautes, que des prises d'armes, des défilés, dans une optique de reportage, quoi, de base. Après cette année en 93, 94, je suis parti 1 an en voyage, parce que je me suis dit que cette année que j'avais donnée, eh ben, je voulais la reprendre. Alors je suis parti Vous entendez? Ça va? Je suis parti de Toulon à pied et avec vraiment les moyens minimums, comme les bus ou les transports en commun, le minimum, sans prendre l'avion, on va dire. Voilà. Je suis parti en Italie, Grèce, Turquie, Syrie, Jordanie, Égypte, en essayant de traverser, mais sans y arriver. Donc frontière de l'Iran, donc on voyait que ça bloque. Donc effectivement, j'ai pris un avion pour aller pour rattraper la route, en fait, de la soie. Ce que je voulais, c'était essayer d'aller jusqu'à Pékin par la route, quoi. Donc à l'époque, c'était pas possible parce que l'Iran venait de fermer et l'Irak était encore en guerre. Donc, et après, je suis remonté, je suis passé par toute la partie nord du Pakistan, je suis redescendu sur la Chine du Nord et après je suis allé jusqu'à Pékin. J'ai eu un lent retour par le Tibet et par la redescente sur l'Inde. Donc une route qui est connue par tous les hippies, quoi. Mais que je voulais faire quand on a 20 ans, ça fait partie des choses qui peuvent être faites et je l'ai fait, j'étais content. Donc après ça, quand je suis revenu, je me suis dit que je pouvais rentrer aux Beaux-Arts dans un cycle supérieur, que j'en avais envie et que j'avais des choses à dire. Parce que pendant ce voyage, j'avais mon sac à dos et juste un 6.6, un Mamiya C330, et j'ai fait, contrairement à l'année d'armée où j'avais fait 30 ou 40 000 photos, j'ai fait 80 photos, quoi, en 1 an, donc avec mon 6.6. Et je me suis dit que c'était ça que je voulais présenter aux Beaux-Arts pour ma 4e année. Donc
Donc j'ai postulé de loin, parce qu'à l'époque, on va dire qu'il fallait quand même appeler, et il n'y avait pas encore vraiment Internet et tout ça. Donc j'ai postulé dans plusieurs écoles et j'ai été pris à Aix, entre autres, à Aix-en-Provence, qui est une école qui était axée nouvelles technologies et qui m'intéressait pour ça, pour cette approche des nouvelles technologies, des réseaux, de la robotique, de l'informatique, un monde que je connaissais peu et qui m'intéressait, mais des fois on ne sait pas pourquoi on est intéressé par certaines choses et on sait juste qu'il faut le faire, alors si on le sent, on le fait, quoi. Et j'ai remarqué aussi que je marchais beaucoup avec l'instinct, quoi. Il y avait pas, j'essayais de pas trop analyser avant. On peut chercher à comprendre après, mais il faut d'abord agir, quoi. Il faut être, je pense, en tant qu'artiste ou en tant que sculpteur, dans une action, quoi, avant. Sinon, sinon on produit pas, quoi. Voilà. C'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais pour moi, ça s'avère que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Donc je suis allé à Aix, voilà, et j'ai pas du tout fait d'informatique et pas du tout fait d'électronique et absolument rien de tout ce qui était mécanique, parce que j'ai rien compris, quoi, en fait, à l'école en elle-même, quoi. Et donc du coup j'ai eu presque un sentiment de je sais pas, peut-être que j'avais pas bien compris ce qu'on me demandait, quoi. Mais comme j'ai pas compris, je me suis juste dis-moi qu'est-ce que j'essaie de prendre, parce que et je me suis rendu compte que bon, cette nouvelle technologie, elle me sert maintenant, mais sur le coup, elle m'a pas servi, quoi. J'ai juste fait un espèce de rejet. Et j'ai commencé par j'ai commencé par me rapprocher de l'atelier de céramique où il y avait un prof qui s'appelle Robert Évrard et qui était avec qui j'ai sympathisé et on a commencé ensemble à travailler et j'ai été entouré par des professeurs comme Alain Bublex, Gilles Barbier qui était prof à cette époque là et je les remercie maintenant aujourd'hui, quoi, encore, quoi. Et voilà, donc je vais vous montrer les premières pièces, du coup, celles que j'ai réalisées aux Beaux-Arts. Donc c'était il y a 20 ans, quoi, déjà. Et après, je vous parle de mon travail. Et ce que j'ai fait en sortant des Beaux-Arts, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai été directement à Marseille, dans les friches de la Belle de Mai, qui sont des pépinières pour jeunes artistes. Je pense que et ça c'est important quand on sort des écoles, parce que si on n'est pas directement en collectif ou si on n'est pas avec dans le milieu de l'art, je pense que ça devient vite très dur, quoi. Alors que si on est dans la même dynamique que l'école, parce que la sortie d'école c'est un espèce de trou un peu bizarre, quoi. C'est vraiment un trou d'air, quoi. On est là, on est dans l'école, il y a le matériel, il y a les profs, on est dans une dynamique de travail, et quand on sort de l'école, c'est un vide absolu, quoi. On est tout seul, quoi. Donc on a intérêt à être bien accroché. Et du coup, les systèmes de friches permettent de pouvoir continuer à travailler, de rencontrer des acteurs, des professionnels, des directeurs de structures comme les FRAC ou les fonds régionaux d'art contemporain, des critiques d'art, on peut trouver aussi des galeries, quoi. J'ai eu la chance d'en rencontrer une à cette époque, à Toulouse, un galeriste qui s'appelait Jacques Girard et qui m'a vendu quelques pièces et c'est pas mal aussi, quoi. Après les galeries c'est un autre sujet, quoi. Voilà, ça c'était pour introduire le parcours et après c'est pas chaque artiste a son parcours, hein. Donc ça c'est les photos qui étaient c'est la série des 80 photos que j'ai réalisées donc en 93, des 6-6 qui sont dans un espèce de carnet qui ont été tirés après en barité chlorobromure en 30 par 30. Toute une série j'ai tiré, mais ça c'est les planches contact
et elles étaient dans des carnets, quoi. Et ça existe encore, et je l'ai jamais réellement présenté ou exploité, mais c'est important pour moi de l'avoir pas très loin chez moi, quoi. Voilà. Donc là on est j'avais mis cette série parce qu'il y avait ce photographe qui en fait est un photographe qu'on pouvait rencontrer au début du siècle, et au début du siècle, alors on va dire au début du XXe siècle, quoi, parce que c'est ce qu'on appelle juste une caméra obscura, un espèce de sténopé qui sert, un sténopé, donc une boîte comme ça, quoi, dans laquelle ça sert à faire les photos d'identité. Donc on prend en photo la personne, on fait une petite photo et après on reprend en photo la photo pour avoir le positif, parce que le sténopé est en négatif. Donc c'est tout un espèce de procédé, mais qui se fait comme ça, sans chambre, technologie vraiment rudimentaire, quoi. Et ça marche super bien, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais mis cette photo. Voilà. Voilà. Donc au Beaux-Arts d'Aix, c'est ce que j'ai réalisé, et je me suis rendu compte que c'était encore sur leur site. Donc tout compte fait, ça a dû les intéresser, parce que même si c'était une école qui était axée nouvelles technologies, s'il y a ces pièces-là, c'est qu'elles sont importantes pour eux aussi, j'imagine. Ce sont des pièces qui sont en grès, donc des sphères en terre, qui sont à peu près grandes comme ça. C'est ce qu'on peut faire de plus gros tout seul, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ce que je pouvais faire de plus gros tout seul, c'est fabriquer à partir de petites plaques de terre qu'on va bancher, en fait. Et on va faire des demi-sphères. Et ces demi-sphères, une fois qu'elles ont un peu séché, après on essaie de les retourner. Donc généralement, on en casse une sur deux. Je sais pas, j'essaie de développer un espèce de procédé que j'avais vu en Égypte. Parce que quand j'étais parti pendant ce voyage, la céramique, elle est partout, quoi. Il y a le plastique, ça fait pas longtemps que le plastique existe. La céramique existe encore vraiment dans énormément de pays, et elle sert à vraiment pour la cuisine, quoi. Donc là, c'était pour fabriquer des grandes jarres, et le procédé qui était utilisé m'avait vraiment impressionné, parce qu'ils arrivent à faire des trucs vraiment immenses. Et moi, j'ai essayé de reprendre un peu cette technique, et de fabriquer ces espèces de mondes, d'embrasser le monde, voilà, c'est dit dans un article là, qui a été rédigé il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée d'essayer de physiquement faire le tour de ce monde, quoi. Donc se déplacer, essayer de l'appréhender, d'appréhender le monde comme il est en tant que planète, quoi. Essayer de tourner autour, essayer aussi, comme ça, dans la sculpture, d'embrasser ce... Voilà. Et j'en ai fait, il y en a 8 ou 9, il y en a, quoi. Après, ils m'ont dit arrête, quoi, arrête. Donc, j'ai arrêté, parce qu'après, voilà, ces espèces de processus qui ont en soi peu... Une fois qu'on a réalisé ça, on est bien, quoi, on est lessivé, quoi. Ça sert à rien après de continuer, mais il m'a fallu 9, ce qui correspond à peu près à 100 kilos de terre à chaque fois, donc c'est à peu près une tonne de terre, 6 mois de boulot. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, quoi. Mais voilà, ça aussi c'est fait, donc c'est plus à faire. Et ces pièces existent encore, donc elles sont dehors. Et comme c'est le grès, quand il est cuit en tant que... quand on le cuit dans un four, on va dire un four primitif, c'est cuit quand même à basse température, et ça reste poreux. Et comme c'est dehors, il y a des mousses qui commencent qui se sont développées, donc voilà. Donc c'est presque en fait avec le recul, je me dis que ces espèces de sphères un peu calcinées, un peu qui ressemblaient à des mondes sans vie, inertes, étaient en train de petit à petit se reverdir, et je trouvais que c'était assez beau de se dire que la nature pouvait reprendre ses droits, qu'elle reprenait ses droits. Donc il y a un espoir. Voilà. Donc par contre,
quand je suis sorti des Beaux-Arts, j'ai arrêté de faire des boules en terre. Et j'ai commencé à me réintéresser à la mécanique et à des choses qui avaient été... la mécanique, elle est partout, quoi. La technologie est partout. Et c'est la première, c'est les deux premières pièces qui en fait ressemblaient peut-être à deux voies que je pouvais prendre dans l'art. Je me le dis après a posteriori, quoi. Donc il y avait d'une part cette pièce qui fait 2,20 m de haut. C'est un petit bidon d'essence, donc un bidon de 60 litres, sur lequel j'ai soudé une structure métallique, donc comme une forme de derrick en fait, quoi, avec un système motorisé qui permet à une pastille qui est dans un tube. Non, là, ouais, voilà. Dans un tube ici. Là, j'ai pas de photo de cette époque, quoi, plus près. C'est un tube en plastique, voilà. Et dans ce tube, il y a une pastille qui frotte. Et en fait, en frottant, dans le tube, elle fait un son qui fait comme si on tirait avec une seringue, en fait. Ça fait... Touc. Quand ça arrive en haut, ça redescend comme ça. Et en fait, j'avais fait tout un espèce de réseau en toile d'araignée avec des espèces de goutte à goutte comment ça s'appelle, de perfusion pour les, voilà. Et de temps en temps, comme le système était un peu brinque-ballant, il y avait une goutte d'eau qui tombait sur le sol de la friche, qui est un sol en goudron, parce que la galerie de la friche à l'époque c'était un ancien parking, voilà. Donc il y avait ces espèces de taches au sol et ce son un peu incongru, et j'avais trouvé que c'était pas mal de l'appeler en attendant qu'il pleuve, sachant qu'à l'époque il pleuvait dans la galerie et que de toute façon il fallait que les pièces soient à peu près hydrophiles pour résister, sinon elles s'abîmaient, quoi. Et donc c'était déjà il y avait déjà cette notion un peu d'humour qu'on n'a pas, bon, que moi je ressens maintenant, mais qui à l'époque avait peut-être, je sais pas, c'était peut-être un peu je sais pas. Et de l'autre côté, donc lui faisant face, donc c'est dans la même pièce, quoi. C'était une expo de groupe qui s'appelait l'expo Résident 98. Donc c'est quand on sort quand on est à la friche et qu'on est en résidence, à la fin de sa résidence, on a une exposition. Donc s'il y a par exemple 6 ou 10 artistes, les 10 artistes sont en collectif, ils se réunissent, ils font une expo dans cette pièce-là. Et de l'autre côté, il y avait toujours l'idée, c'était des bidons de récupération, quoi, donc des bidons d'essence, des bidons Elf d'essence, quoi, et une chambre à air de camion gonflée à bloc avec une espèce de peluche, hein, et c'était déjà beaucoup plus pop, beaucoup plus fun, plus proche de l'esthétique de Sylvie Fleury ou des gens qui travaillaient comme ça, et ça s'appelait Star System, voilà. Ça a pas fait rire, ça a fait rire que moi en fait, quoi. Mais tout compte fait, voilà, elles sont importantes pour moi, ces pièces. Bon, de toute façon, toutes les pièces sont importantes pour moi, mais sur le coup, voilà, je m'étais dit, il y a ces deux voies à prendre. Et à côté de ça, je travaillais pour deux artistes, un qui s'appelle Saverio Lucariello et un autre artiste qui s'appelait Gilles Barbier, et je produisais une partie de la pièce qui s'appelle L'Ivrogne, qui est exposée maintenant au Macval et qui était qu'on exposait ensemble à jour de fête. Voilà. Donc on était quand même dans une espèce d'ambiance où ça bouillonnait, c'était pas mal, quoi. Voilà. Alors est-ce que ça vous convient comme ça, le format, c'est bon, ouais. Donc une autre pièce qui s'appelle Dolce Vita, c'est pareil. Alors j'ai un procédé, je prends des fils de cuivre que je soude à l'autogène, et ça me permet de faire des structures qui sont
en même temps assez fragile et en même temps suffisamment costaud pour pouvoir accepter des motorisations. Et là, ce que j'avais fabriqué, c'était une espèce de petit rameur motorisé avec un petit moteur de 220 qu'on peut trouver dans des horloges et des capteurs sonores. Donc là, il y a 2 capteurs sonores, voilà, ici et ici. Et ces 2 capteurs, en fait, captent le son du mouvement, comme ça, voilà, de cette rame, de cette espèce de galère. Voilà. Et au bout de ces rames, il y a des polaroïdes des autoportraits dans la cuisine. Parce que petit à petit, je me suis quand même rendu compte que mon espace de jeu, c'était souvent la cuisine, c'était souvent lié à la nourriture, c'était souvent lié à le jardin qui était à côté de chez moi. Voilà, une espèce d'espace qui, tout compte fait, n'était pas très loin, quoi. Pas très loin. Et donc, tout ça, c'était pour dire que c'était quand même une galère cool, quoi. On était quand même dans une... Voilà, donc il y avait ces petits polaroïdes, ces petites idées, on était là, on bricolait des choses et tout ça, mais c'était pas... Ouais, il y a des... Il y a toujours cette idée un peu de dire que tant qu'on fait de l'art, c'est qu'on n'est pas à l'usine, quoi. Donc c'est pas grave, quoi. Voilà. Et cette pièce-là, donc le dispositif, il y avait des petits haut-parleurs, il y avait donc des petits HP qui étaient disposés dans les salles en fonction des endroits où j'exposais. Je pouvais suspendre les haut-parleurs et le son qui était retransmis par la machine en direct permettait aux gens, quand ils se déplaçaient dans l'espace, d'avoir une espèce de roulis, un peu comme si on est quand on est sur un bateau, et c'est effectivement très didactique par rapport au fait que ça peut effectivement être une galère, ça peut effectivement être des rames, ça peut être effectivement le son de la mer, mais même si c'est faux, ça file la gerbe quand même, quoi. Le son qu'on entend, au bout d'un moment, on a l'impression d'être au fond d'une cale, vraiment, et il y a vraiment un brouhaha étrange qui se forme et qui donne le mal de mer, quoi. Voilà. Donc toujours en 2001, j'ai produit beaucoup de pièces en 2001-2002. Entre 2000 et 2002, j'ai produit vraiment beaucoup de pièces, quoi. J'ai fabriqué cette pièce qui s'appelle Entropie Terraformage Usine à air, ici. Alors là, j'ai une vidéo par contre, ça va être plus parlant parce que là, c'est vrai que c'est un peu dur. Donc des petits robots, des pédales de guitare, des bouts de boîtes de conserve, des systèmes qui glougloutent, des morceaux de compresseurs de frigo qui sont récupérés, beaucoup d'objets qui mis ensemble s'activent. Et là, pour la petite histoire, justement, avec Richard Lédier, quand on parlait des néologismes, il y a dans le titre le terraformage, qui serait pas la terraformation, mais qui serait une sorte de terraformation, mais pas, sous l'action de la chaleur. Alors, la terraformation, en fait, c'est parce que bon, toute cette dans mon travail, il y a beaucoup de références à la science-fiction, à la bande dessinée, à la culture un peu, on va dire, pop. La terraformation, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans Alien, dans le 2, dans le numéro 2 de Alien, où au début du film, ils sont sur une planète et il y a des espèces de grandes usines qui produisent une espèce d'atmosphère pour que la planète puisse devenir vivable par l'homme. Sous l'action comme ça d'une technologie qui produit de l'hydrogène ou de l'oxygène, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et moi, à mon échelle, je m'étais dit que je voulais faire aussi produire un espace qui soit vivable pour ma sculpture, en fait. Voilà. Donc il y avait, c'était comme si on essayait de faire vivre 1 mètre carré de sculpture. Voilà, donc c'était une espèce de choses étranges qui produisaient 1 mètre carré de sculpture. Voilà. Et ça a beaucoup plu à Nicolas Bourriaud qui a vu cette pièce et qui m'a proposé après des choses.
des biennales, une biennale. Voilà. Donc l'entropie, terraformage, usine à air. L'entropie, quelque chose qui est chaotique et qui va croître ou décroître, mais qui va être en bouillonnement. Le terraformage, donc l'idée de former de la terre, de former un écosystème vivable, et l'usine à air. L'usine à air, qui serait une espèce d'usine à son. Donc c'est dans cette idée-là, pas dans l'idée de respirer, mais l'idée de produire du son. Voilà. Donc tous les sons sont captés en direct. Ça veut dire que quand on éteint la machine, il n'y a plus de son. Les capteurs en fait sont c'est du direct, c'est du live en fait, quoi. Voilà. Et avec des effets de feedback qui sont des effets qu'on utilise des pédales d'effets de guitare, quoi. Voilà, donc c'est pas une pièce qui est très grande, quoi, hein. Comme je disais, ça fait à peu près 1 mètre carré au sol. Ça va un peu vers le haut aussi, parce qu'il y avait une espèce de vaisseau mère qui était un peu au-dessus, fait avec des boîtes de conserve de collectivité qui sont un peu plus grosses, quoi. Voilà. Donc il y avait quand même tout ce bazar autour. Des petites enceintes d'ordinateur aussi. Voilà. Je me suis rendu compte que en mettant des petites caméras et en étant très proche, comme ça, on arrivait à avoir... ça devenait plus intéressant d'être dans le... Comme si on était dans un film, en fait, quoi. Comme si on se baladait dans la pièce, quoi. Et qu'on changeait l'échelle, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé avec cette pièce, hein. Parce que des fois, il y avait des projections vidéo aussi en direct de la pièce, mais qui n'étaient pas spécialement dans le même lieu, donc c'était assez étrange, quoi. Voilà. Donc, pareil, je me suis quand même remis à faire quelques boules de temps en temps, ça me prend. Donc là, avec un autre procédé. C'est une sphère qui est un petit peu plus petite, donc elle fait 80 de diamètre. Elle est montée sur un axe. Donc à l'intérieur, il y a une pièce qui est usinée, en fait, que j'ai usinée. Alors, ce que je veux dire, c'est que la pièce qu'on voit avant, c'est réalisé... parce que même si j'ai dit que j'avais rien fait au Beaux-Arts d'Aix, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, j'ai quand même appris l'électronique, j'ai appris à programmer, on a commencé j'ai utilisé des pics, j'ai vu les premiers parallaxes. Je faisais semblant, en fait, de dire ça m'intéresse pas, mais j'ai emmagasiné tout ce qu'il fallait emmagasiner. C'est pas vrai, en fait, que j'ai rien fait, quoi. Mais sur le coup, j'avais une attitude comme ça de oh non, je m'intéresse pas à tout ça, quoi. Mais quand j'en avais besoin, je savais qu'il fallait aller voir, hein. Donc ça veut dire que, en fait, je travaillais, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai motorisé ce système, là, cette boule, quoi, cette sphère. Et donc elle tournait tout doucement sur elle-même, donc vraiment comme si elle flottait dans l'espace, avec un espèce de quadripode. Et autour, il y avait des petites étoiles, qui sont en fait des petites diodes qui étaient reliées à des fils électriques, et tout ça c'était accroché à des fils de pêche, donc c'était très compliqué à installer, mais par contre ça faisait vraiment un bruit très léger, donc il fallait vraiment être attentif juste au son. Il y avait comme ça
le système en fait qui fait tourner la pièce, c'est pas du tout comme sur un vélo, quoi. On a ici une espèce de fil de pêche en fait qui est tendu contre un mur et qui est accroché à un petit moteur. Et donc le fil de pêche, quand il frotte sur la boule en terre, comme elle est cuite, ça résonne comme si ça frotte et ça fait une espèce de petit son qui fait un peu ting, ting, comme une espèce de musique un peu presque, je sais pas, une espèce d'instrument un peu qui viendrait du fond de l'Asie, je sais pas, un instrument avec une seule corde, un truc un peu étrange, quoi. Et ce qui est assez étonnant avec cette pièce, c'est qu'il y a quand même une tension, parce que comme il y a cette espèce de fil qui fait tourner la pièce, mais de manière très très fragile, on a l'impression que ça risque de se casser à tout instant, quoi. Et ça aussi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte de ça. Et je suis pas le seul, hein, parce que tous les gens comme Richard Baquet et tout ça l'utilisent beaucoup aussi. C'est que c'est très difficile d'allier les pièces qui sont mécaniques, qui parlent de fragilité, mais qui doivent être pérennes. C'est compliqué d'expliquer, quoi, de donner de la pérennité à une pièce qui est fragile, en fait, quoi, parce que dès qu'on va changer le moteur, si on met un vrai moteur, on va dire, ou si on met un vrai système de courroie, on perd en fait la poésie de la pièce. Donc en fait c'est un espèce d'équilibre assez étrange entre la précarité de la construction, la précarité de la pièce et essayer de quand même lui donner une espèce de vie. C'est un espèce c'est un espèce de compromis qui est très complexe à tenir. En tout cas pour moi, quoi. Parce que je parle pour moi, bien sûr. Voilà. Je comptais pas en fait parler de toutes les pièces, mais mais oui, voilà. Comment faire? Ça c'est voilà. Donc on est toujours en 2001, c'est pour dire que parce que après j'ai peut-être fait 10 pièces en 10 ans, alors que là j'en ai fait 10 en un an, quoi. Voilà. J'ai fait cette pièce qui s'appelle Valstar Racer, c'est une course en fait de canettes de bière. Donc là il y a un système de moteur, c'est contre un mur. Donc par exemple si on était dans cette pièce, il y aurait un moteur dans le coin là-bas qui serait relié à 4 poulies, il y aurait une canette de bière qui ferait le tour de la pièce comme ça. Et généralement j'en mettais 2 pour simuler une espèce de course, mais comme c'est sur le même fil, en fait ça peut pas se rejoindre, quoi. Donc elles se courent après dans une espèce de course effrénée, mais comme on est tous sur le même fil, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Et le seul gagnant, on va dire, c'était peut-être l'usine mère, c'est l'usine qui fabrique les canettes de bière de course. Donc cette espèce d'objet qui était réalisé à partir d'une pompe de... Je crois que c'est une pompe de piscine, en fait, quoi. Un bout de pompe de piscine. Et j'avais fait faire des dômes en plexide à la dimension, on va dire. Et tout l'intérieur était en activité. Donc on voyait des espèces de bouts de maquettes de stations Mir mélangées à des bouts de canettes coupées en deux, avec dedans un peu comment ça s'appelle, de laine de verre ou d'amiante, ou je sais pas ce qu'il y avait. Il y avait un strobo aussi, donc voilà, tout ce petit monde s'activait, quoi. Et ça aussi, je dois avoir une vidéo. Donc Valstar Racer, c'était en référence à la bière qui s'appelle Valstar, mais qui effectivement est en verre. Donc je me suis pas amusé à faire des courses de bière, de canettes de bière en verre. J'ai laissé ça à des gens qui l'ont fait au Palais de Tokyo. Chacun son truc. Voilà, donc on voyait dans l'espace, c'était un espace qui était super bien, qui est toujours super bien, qui est à Marseille, qui s'appelle la Galerie des Bains-Douches. C'est un espace triangulaire en fait. Oula, c'est pas très bon au niveau qualité. Mais... Donc il y avait ces... Donc on est dans on est dans un espace qui est triangulaire, il y a un petit jardin au milieu, et moi j'avais planté dans le mur
dès qu'il y avait un virage en fait. Voilà, c'est cette espèce d'objet complètement incongru qui était dans l'espace, mais qu'on voyait pas tout de suite, quoi. Donc on s'intéressait un peu aux pièces qui avaient l'air un peu plus on va dire conceptuelles, parce que là c'était quand même une expo personnelle, donc j'avais fait semblant, quoi, j'avais mis des espèces de, comme si on avait tiré dans le mur, et il y avait des petits impacts comme ça, granuleux de billes en céramique, là. Donc voilà, donc les gens allaient regarder plutôt ces pièces-là, et puis au bout d'un moment, ils regardaient quand même, et ils voyaient qu'il y avait cette espèce de truc qui tournait autour, et, euh, et ça dépressurisait pas mal l'exposition. Du coup, elle prenait un côté ludique que j'essaie de tout le temps amener dans mes pièces, parce que ça m'intéresse pas de parler de manière de quelque chose de dramatique, mais de manière dramatique. Alors je préfère qu'on ait une espèce d'approche plus humoristique au départ, en tout cas, qu'il y ait une espèce de premier degré qui soit presque tarte à la crème, quoi. Mais et qu'après il y ait d'autres niveaux de lecture qui puissent se mettre en place. Mais c'est vrai que la première approche, j'ai envie quand même qu'elle soit belle, étrange. Qu'on ait envie de venir s'approcher de la pièce, quoi. Donc je donne toujours un maximum de place au plaisir fabricatif, à la technique, à l'objet un peu bizarre, mais voilà. Donc en fait, oui. Donc il y a cette notion-là, la notion de alors la notion de faire soi-même, de faire soi-même. L'idée de fabriquer les pièces tout seul, c'est pas prétentieux. C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas du tout d'être dans une prétention de moi je sais tout faire, j'ai besoin de personne, quoi. C'est pas du tout ça. C'est plutôt essayer de comprendre en fait les mécanismes de fabrication, quoi. Parce que les comprendre, ça permet d'avoir une compréhension du monde. Pour moi, personnellement, quoi. Donc ça me permet de vivre. Si je comprends pas les mécanismes de fabrication, j'ai du mal à vivre. Et dans la sculpture, c'est pareil. Si j'ai besoin à un moment de faire une pièce, voilà, une espèce de, bon, peut-être pas ces pièces-là, mais d'animer deux petites figurines. J'ai envie qu'elles tournent, et j'ai envie qu'en appuyant sur des boutons, soit comme dans une espèce de Game Boy, quoi, qu'il y ait des petits sons, des petits machins. Donc il faut faire un petit programme. Bon, bah, j'ai envie de, si j'en ai envie, je me donne les moyens de trouver le système qui me permet de faire ça. Donc ça veut dire avoir un microprocesseur, d'avoir un petit système de robotisation, de coder un petit peu. Voilà, je me donne les moyens de faire ça. À côté de ça, si j'ai besoin de faire une pièce qui va parler plus de résistance des matériaux, dans le sens où ça va être plus de la résine, des choses comme ça, une empreinte de main, avec en même temps un mécanisme qui peut s'ouvrir et tout ça, presque de l'animatronique, quoi. Bah, je me donne aussi les moyens de faire cette pièce, voilà, et ça me donne deux pièces, ces deux pièces-là, qui s'appellent résistance et combat. Voilà. Donc, à partir de 2004, et toujours dans cette idée de terraformage, on va dire, ou de terraformation, j'ai commencé après une résidence dans un centre d'art qui est à Aix-en-Provence, qui s'appelle le 3 Bicef. J'ai eu envie, pendant cette résidence-là, de planter de planter ou d'essayer de faire vivre des plantes dans des milieux qui ne sont pas des substrats naturels. Donc en fait ce qu'on appelle l'hydroponie, l'aquaponie, les systèmes de végétaux, ce qu'on faisait à Noël avec les lentilles et un peu de coton, quoi. Et ça faisait. Voilà. Donc je me commençais à développer un espèce d'univers très technologique où tout ça pour planter pour faire pousser un peu d'herbe de gazon ou un peu des volubiles, comment ça s'appelle, des courges, hein, des choses qui se ramifient et qui peuvent effectivement sous l'effet de nutriments, d'eau et de lumière,
pousser dans des conditions extrêmes, quoi. Donc ça existe, la NASA le fait, les planteurs de cannabis dans les caves le font, les jardiniers bio en Hollande le font, voilà, ça existe, ça existait au temps des Mayas, et en fait on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose de très étrange, c'est que si on éteint la lumière, tout s'éteint, quoi, ça n'existe plus, quoi. Donc on a une espèce de pouvoir étrange, c'est qu'on a le pouvoir de vie ou de mort sur le végétal. Et on se rend compte aussi que le végétal, il essaie de résister et de pousser quoi qu'on lui fasse, en fait, quoi. Jusqu'à ce que ça soit plus possible et il meurt. Mais en tout cas, il y a une espèce de sensation étrange qui m'a donné envie d'arrêter après, hein, parce que je veux dire, je suis pas... que les plantes sont dans cette espèce de survie et que nous, on a cette espèce de pouvoir étrange. Donc, voilà, sur les plantes. Et du coup, c'était pareil, un peu comme dans Entropie, Terraformage, Usine à air, c'était dans une espèce d'univers sonore un peu lourd, un peu lancinant, où il y avait des fausses courges qui étaient en résine avec des haut-parleurs un peu étanches. Donc ça faisait des sons comme ça. Avec je captais le son des bidons, l'intérieur, les gouttes d'eau qui tombaient, tout cet univers un peu techno. Il y avait quand même une idée un peu comme ça, un peu cyberpunk, cette espèce de culture un peu cyberpunk où on est comme dans Mad Max, et il y a du désert de partout, et puis il y a une jardinière au milieu qui est dans sa serre et qui essaie de planter 3 tomates pour survivre. Une espèce de truc un peu bizarre, quoi. Donc ça, c'était en 2004, et là j'étais encore à Marseille, et là avec ma femme, je me suis dit bon, on va arrêter, on va partir à la campagne, ça sert à rien, quoi. Faut arrêter la ville, quoi. Donc on a cherché on a cherché une maison pour élever nos enfants, et on s'est retrouvé dans le Limousin. Donc on est parti de Marseille et on est allé habiter 10 ans en Corrèze, dans le sud de la Corrèze, où là vraiment il y avait des végétaux, quoi. Là vraiment il y avait de la nature. Parce que ça, c'est pas vivable, quoi. Ça, c'est pas ce que je comptais. Des fois, on se retrouve dans des impasses intellectuelles, quoi. Donc là, c'était une impasse intellectuelle et artistique pour moi, quoi. Donc ça produisait pas quelque chose qui pouvait être de l'ordre... plastiquement, c'est ce que c'est, mais en tout cas, c'était pas la voie, c'était pas là où je voulais aller. Mais après, les gens qui se retrouvaient dans ces pièces de manière immersive, dans ces dispositifs sonores et tout ça, ils adoraient, quoi. Mais j'ai toujours ce problème, c'est pas un problème, mais c'est l'art et la vie. Voilà. C'est pas on fait de l'art pour faire de l'art, on fait de l'art parce qu'on a besoin de faire de l'art. Donc s'il y a un moment où je me dis bah ça c'est pas exactement ce que je veux faire, faut faire autre chose, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte de ça aussi, c'est que souvent les pièces sont des cul-de-sac. Donc ça veut dire qu'on arrive sur la pièce et puis c'est comme si une pièce doit essayer d'amener à une autre pièce ou essayer d'ouvrir sur quelque chose, quoi. Et des fois les pièces, bah, c'est des cul-de-sac. Mais si on les fait pas, on sait pas que c'est des cul-de-sac, ce sont des cul-de-sac. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'engagement. Faire les choses. On fait les choses, on réfléchit après, quoi. Sinon on fait pas les choses, quoi. Et si on fait pas les choses en tant qu'artiste, ça marche pas, quoi. Et il faut vraiment être dans le vraiment, je pense que c'est vraiment important l'action. Après ce qui en est fait, que ça parte, que ça soit dans une collection privée, que ça soit vendu, que ça soit tout ça, je crois que ça nous appartient pas après, quoi. Mais en tout cas, c'est je parle du processus créatif, là, je parle pas de la vie de la pièce après. Donc toujours pareil, encore 2 voix. Donc ça c'est une expo à Toulouse, 2 voix. Carl et le dernier singe, un singe fabriqué, un singe, oui ça ressemble à un singe, hein. C'est pas un singe, hein. Donc il a sa tête qui est un peu animée comme pour Noël, hein.
les systèmes comme ça là, de nounours. Et il regarde un vieux PC qui marchait pas, mais qui avait un super son parce qu'il avait le lecteur de CD qui frottait, qui faisait crrr, 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 crrr. Et en fait, on avait l'impression qu'ils essayaient de dialoguer, mais je sais pas s'ils dialoguaient vraiment, quoi. Voilà, quoi. Donc il y avait ça d'un côté, et de l'autre côté il y avait cette pièce qui s'appelle Space Nurse Project, et c'est un caisson. Alors quand je parlais de réalisation de fabrication, ça c'est un caisson qui fait 2 mètres de long, qui est en résine, c'est shapé comme une planche. J'ai mis beaucoup de temps pour le faire. Ça lui donne aucune valeur le fait d'avoir passé du temps, mais c'est pour dire que j'ai mis quand même pas mal de temps pour le faire. C'est poncé, résiné, peinture carrosserie. Après dessus il y a un plexi qui vient et tout l'intérieur a été customisé pour qu'on puisse habiter dedans en fait. C'est un habitacle de survie. C'est comme une espèce de capsule de relaxation, mais en version un peu russe. Parce qu'on est un peu comme ça dedans, quoi. Voilà, quoi. On n'a pas beaucoup de place, quoi. Et quand je suis allé cette pièce, je l'ai faite après être allé à New York, à Washington, au Smithsonian, où j'ai vu pour la première fois des capsules qui sont toutes petites, quoi, les capsules. Les gens qui sont allés dans l'espace, c'est des toutes petites capsules, quoi. Donc il y a une espèce de claustrophobie, et c'est très bricolé, quoi. Contrairement à ce que moi je pensais. Je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose de très technologique dans la fabrication. Et les soudures sont apparentes, les coutures, c'est cousu. On se demande même comment ça a pu être étanche, quoi. Comment ça a pu. C'est très artisanal. La technologie qui permet la conquête spatiale est une technologie extrêmement artisanale. Ça m'a beaucoup touché. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette pièce. Et donc ce caisson, qui est un caisson dans lequel on peut réellement se mettre, aurait un espèce d'émetteur et de récepteur. Donc le récepteur, c'est un dos de siège de jardin, voilà, en fer, ou ma chaise de bureau, je crois que c'est une chaise de bureau, avec un petit moteur, et le système tourne vraiment de manière très simple, et il y a un gyrophare de l'autre côté qui serait l'allégorie de l'émetteur et du récepteur, quoi. Voilà. Donc ça fait... Donc toujours un petit bruit léger, c'est les motorisations. Voilà. Donc on est dans une espèce de sculpture qui se veut un tout petit peu vivante, quoi. J'aime beaucoup cette idée que par le mouvement, la sculpture, on a l'impression qu'elle soit vivante, quoi, qu'elle est vivante, quoi. Et c'est ce qui est faux, hein. Je rassure tout le monde, hein. Ne vous inquiétez pas. Même moi, je m'inquiète plus, mais il y a quand même ce besoin d'être dans une sculpture en mouvement. Alors ça aussi, ça existe. Tinguely en parle vraiment très très bien. Beaucoup d'artistes, et dans la sculpture contemporaine vraiment récente, on voit beaucoup de pièces qui sont en mouvement aussi, quoi. Mais il y a une tradition, il y a une histoire depuis le 19e siècle de mécanisme, et même avant avec Brunelleschi, Léonard de Vinci, tout ça, on est dans cette espèce de filiation d'artistes, ingénieurs qui essaient de faire par soi-même, quoi. Donc il y a toujours cette idée un peu comme ça de... Voilà. Ça fait des paires qui sont bien, mais c'est... Et à côté de ça, je produis beaucoup de dessins. Quoi, beaucoup? Je produis des dessins qui sont des dessins qui me permettent de réaliser des pièces ou pas, qui sont comme c'est des croquis de travail quand même. Ça reste des choses qui sont des croquis. Bon, là par exemple, on voit le caisson de la Space Nurse avec un prototype de pièce que j'avais tenté de faire avec une caisse à outils.
Parce qu'en fait, quand on ouvre la caisse à outils, on dirait le Sojourner, là, celui qui est parti sur Mars, là, le petit. Je pense que les ingénieurs de la NASA, ils ont dû faire ça. Ils ont dû se dire, c'est celui-là qu'on va envoyer. Et j'avais mis des boîtes de cassoulet pour faire les roues. Mais c'était pas... J'ai pas la photo parce que c'est pas beau, quoi. C'est raté, quoi. Mais... Et après, voilà, des choses qui peuvent servir aussi, comme ça, c'est des fours fusées qu'on peut trouver, qu'on fabrique avec des bidons d'essence de 200 litres. On met juste un peu de fibre dedans, on met deux bonbonnes de gaz au cul avec un brûleur et ça monte à 1000 degrés, 1100 degrés, quoi. Voilà. Voilà. Et ça, je l'avais marqué. En fait, ça, c'est une gouache que j'ai réalisée à partir de la photo qui a été prise par le rover qui était sur Mars à son atterrissage. Parce qu'il est parti et il a atterri avec des airbags. Parce qu'en fait, les ingénieurs ils se sont dit, bon, il va atterrir, mais vu qu'on est quand même loin et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, on va tenter un truc. Ils ont ouvert des espèces d'airbags et le truc s'est écrasé et a roulé. Donc les gars, c'est des artistes, quoi. Ils sont vraiment dans une démarche artistique, quoi. Ils ont dit, on va ouvrir ces airbags pour que la pièce, et une fois que ça va arriver, ça va tomber il va falloir que ça s'ouvre bien, et puis ça va sortir, et puis ça va prendre une photo, quoi. Et la première photo, c'est l'airbag, en fait, quoi. C'est le bout de l'airbag, la première photo et je trouvais ça génial, quoi. Alors voilà, du coup, après, j'ai essayé de comprendre comment ils fabriquaient les airbags, les systèmes, comment ils avaient pu les ouvrir, quoi. Ça m'a fait délirer pendant pas mal de temps, quoi. Voilà. Donc ça aussi c'était donc c'est plutôt pour montrer le style de dessin que je fais, parce que je sais pas s'il y en a 50, quoi. Donc ça, c'était une espèce d'usine qui était à côté de chez moi, une usine de sable, et un jour je suis passé, elle avait disparu et j'avais fait ces photos, mais pas dans la nuit, mais en une semaine, ils avaient tout enlevé, quoi. Et c'était des espèces de systèmes avec il y avait des tapis roulants, ça produit. C'était pareil, c'était vraiment sculptural. Il y avait quelque chose de vraiment qui, dans mon processus narratif ou mon processus de création, m'intéressait. Donc, hop, ça fait partie d'un dessin. Voilà. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était que la photo devenait dessin aussi. Voilà, ça, j'aime bien cette idée aussi. Que le fil électrique de la photo puisse devenir un fil de dessin. Donc là, je suis en Corrèze, par contre. Là, on est en Corrèze. Voilà. Donc ça, c'est les premières vidéos que je réalise. Donc c'est un poulet qui a été moulé en résine et qui est monté sur un espèce de voiture télécommandée et qui en fait dévale une pente. Voilà. Ça s'appelle Libre Parcours. Et ça, c'est un ordinateur qui, à force d'aller sur Internet, se met à vomir, quoi. Voilà. Ah non, c'est pas la bonne. Mais bon, tant pis. Ça, c'est une sculpture qui essaie de s'enfuir. Et je l'ai exposée dans une galerie en Belgique. Elle tapait contre un mur. Elle a fini par faire un trou aussi, quoi. Et c'est ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment, en fait, c'est qu'on les laisse, voilà, elle est branchée, c'est vraiment un système, c'est très simple, hein, c'est un petit fil d'ordinateur, un petit moteur, et ah mince, voilà, là je vais avoir toutes les vidéos, d'accord. Bon alors, bah tant pis, alors on se les passe, et puis voilà, comme ça sera fait. Voilà. Donc ça, c'est mon jardin qui est pas hydroponique, donc j'étais super content de mon jardin pas hydroponique, avec justement des courges et des courgettes. Voilà. Et ça s'appelle milieu clos parce que par contre il fallait le fermer parce que sinon il y avait l'attaque des limaces, l'attaque de tout. Voilà. Donc ça, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Ah, c'était pas Pommel alors. En même temps,
Donc le poulet, il est déjà là. Hein. Le poulet de tout à l'heure, c'est presque le même. Hein. C'est cette espèce de petit robot. Pareil, des systèmes avec des servomoteurs qui sont reliés à un petit microprocesseur qui fait tourner à droite, à gauche. Robotique de base, quoi. Mais déjà très compliqué à mettre en place. Alors pour aller sur Mars, j'imagine que c'est même pas la peine, quoi. Ouais, c'est pas... Là, il faut une équipe, là. Bon. Et là, il faut arrêter, là. On va arrêter, hein. Non, après, moi, je pense que je fais quand même partie d'une génération d'artistes où on est un peu tous dans cette idée quand même de fabriquer, de bricoler. Il y a quand même toute une mouvance, quoi, d'objets comme ça, là. Voilà, c'est des Pokémon masqués. Ils ont pas de copyright. Voilà, l'idée. Ils sont protégés par le copyright. Je pensais pas passer tant de temps sur cette période-là, quoi. Parce que, mais enfin, maintenant, ça me fait rire. C'est de cette période, les couteaux et les fourchettes? Couteau et fourchette, c'est plus tard. Je vais y aller tout de suite, là, parce que c'est en fait les couteaux et les fourchettes, c'est une pièce qui a été en 2008. Donc je suis en Corrèze. Je vais au FRAC de Limoges. Je rencontre Yannick Milou et je lui dis je veux absolument faire quelque chose pour les je veux éteindre. Je veux faire quelque chose avec pour les 40 ans de mai 68. J'ai dit vraiment c'est important pour moi. Je sais pas pourquoi c'était important, mais j'ai dit je veux être dans un lycée en mai 2008. Je veux être dans un lycée. Je veux vraiment savoir ce qu'ils vont faire. Donc il me dit bah écoute il y a une résidence lycée Cabanis à Brive parce que c'est pas loin de chez moi. J'aime bien cette idée aussi de penser global et agir local, quoi. Donc pas loin de chez moi, donc Brive c'était pas loin, c'était très bien. J'ai passé 2 mois dans le lycée, donc avril et mai, et en mai 2008, en mai, les étudiants ils faisaient un peu, ils manifestaient un peu quand même, de manière assez entre 10h et midi. Après, ils allaient manger, quoi. Et après, de 14h à 16h, ils étaient un peu dans le lycée, et puis après, ils rentraient chez eux, quoi. Voilà. Donc, c'était une espèce de manifestation un peu rythmée, quoi. Par les sonneries de l'école, quoi. Donc, moi, ce que j'ai demandé quand je suis arrivé dans le lycée, je leur ai dit voilà, j'aimerais réaliser une pièce avec des étudiants et j'aimerais que cette pièce, en fait, ça soit un peu comme le souvenir que j'ai de la cantine où on avait des grandes tables et puis on disait on a faim, on a faim, quoi, vraiment comme dans les colos, quoi. Et il commence à me dire mais il n'y a plus de cantine, quoi, il n'y a plus de grandes tables avec la dame qui passe avec les chariots, maintenant c'est un snack, quoi. Et il n'y a pas de grande table avec chacun mange et s'en va. J'avais l'impression d'être complètement déconnecté du monde du lycée, de tout ça, quoi. Donc mais quand je leur ai parlé de cette idée, ils m'ont dit ouais c'est génial et tout ça. Et j'ai demandé à chaque étudiant de fabriquer son propre module. Donc en fait c'est des petits modules comme ça. C'est une fourchette et un couteau. Donc le couteau, la fourchette. Et moi, j'avais fait un prototype qui était... j'avais pris un moteur de centralisation de verrouillage de portière de voiture. Comme ça. Donc déjà, j'avais le mouvement. J'étais content, j'avais le mouvement. Il y a un gars qui me dit mais si on met une potence, si on fait un système, on peut faire le truc. C'est une pièce en fait qui a été évolutive mais j'ai beaucoup aimé parce que d'un coup je me suis rendu compte que l'idée des gens
elle nous apportait, et que la prétention de dire qu'on pouvait tout faire soi-même, c'était d'un coup balayé parce qu'on avait une espèce de vent qui développait d'autres façons de penser et tout ça, et ça m'a beaucoup plu aussi, quoi. Et donc, avec le peu de connaissances que j'avais, mais je savais par exemple qu'un microcontrôleur, ce que c'était tout ça, donc j'ai demandé au prof d'électronique s'il pouvait me faire la carte, qui pouvait permettre d'actionner le mécanisme. Les étudiants se sont pris au jeu, ils sont allés piquer des fourchettes et des couteaux à la cantine, voilà, ça a été la révolution, quoi. Et donc 40 couteaux et 40 fourchettes. Après, je suis allé voir quand même l'intendance pour leur dire que c'était qu'on était en train de faire des pièces, quoi, histoire qu'on finisse pas tous au poste, mais il y a les fermetures centralisées, j'en avais trouvé d'occasion, mais on a quand même fini par trouver 40, une série de 40. Et du coup, ça me permet de vous montrer, ça c'est peut-être quelque chose qui peut aussi vous intéresser, c'est la notice que j'ai donnée avec la pièce quand j'ai vendu la pièce au FRAC, en fait. Parce que il y a un protocole de montage qui a demandé en fait la réalisation d'une notice, et il y a une garantie décennale sur la pièce, donc je la répare quand elle tombe en panne, quand il l'expose et qu'elle tombe en panne, ce qui arrive généralement à chaque fois, quoi. Et, il m'appelle et je viens et je fais le service après-vente. Voilà. Donc la pièce se présente comme ça. Donc chaque module est relié par des fils à une centrale qu'on trouve, qui est ici. Voilà. Donc c'est un petit système avec un petit microcontrôleur, et il y a des relais de voiture. C'est ce qu'on avait trouvé de plus basique et de moins cher, et je me rends compte en fait que l'économie permet aussi l'humour et la poésie. Que dès qu'on est dans la grosse artillerie, des gros moteurs bien chers et des gros systèmes, c'est moins rigolo, quoi. Ça marche moins bien, quoi. Donc voilà, quand on parlait tout à l'heure de compromis entre la poésie, la fragilité, la pérennité, tout ça, c'est le fait que ça soit juste des relais de voiture increvables à 1 euro, et puis un pic qui doit coûter 60 centimes, et puis voilà, quoi, deux systèmes qu'on a trouvés en récup, et avec ça on fait une centrale de programmation qui permet d'animer 40 couteaux et fourchettes super énervés par groupe. Et là par contre il y a une vidéo. Alors ça s'appelle multiplex par groupe de 10. Donc un groupe ça fait un volume de son, 2 groupes ça double le volume de son, 3 groupes ça triple, et 4 groupes ça quadruple le son. Voilà. Donc là on est dans le passage en fait entre la bibliothèque et les bureaux de l'administration. Et c'est au sol. Voilà. Donc là, il y a un petit groupe. Alors, ce qui est... Voilà, ça s'arrête comme ça, quoi. Donc ça monte et ça s'arrête. On aurait pu monter un peu plus le son, mais voilà. Donc l'idée c'est vraiment ça, quoi. C'est cette pièce. En plus, ce qui est assez étrange, c'est que quand ça tape, la pièce, ça repart. On va pas le faire repartir 3 fois. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est voilà, il y a les gens qui passent, donc il y a la vie, hein, quand même. Hein. Il y a par exemple il y a de la poussière, donc les ménagères elles vont balayer la pièce, quoi. Elles s'en foutent. La pièce c'est pas une sculpture, hein, c'est balayé. Donc du coup les fils se mélangent. C'est des endroits pour travailler, mais quand ça c'est en marche, on peut pas travailler, quoi. Après c'est une fois par heure. Hein, il y avait des minuteries, on avait fait des systèmes et tout ça, quoi. Mais en tout cas l'idée c'était vraiment de faire une révolution
hyper rigide, quoi. C'est vraiment... on est 10, on est 20, on est 30, on est 40, ça dure 25 secondes et après ça s'arrête. Et ça marchait toutes les heures. Donc en fait, quand même, ça a remplacé, petit à petit, ça a remplacé un peu la sonnerie la sonnerie de l'école. Et ça leur... ça a rythmé quand même jusqu'à la fin de l'année, puisqu'ils l'ont gardé jusqu'à fin juin, la pièce. On devait la garder que pour le vernissage, et puis ils l'ont gardé quand même, ils ont gardé la pièce. Donc c'est que vraiment ça les avait fait rire, quoi. Il y avait cette dimension un peu... voilà. Et c'est autonome dans le sens où le système est... Merde, je fais n'importe quoi. Voilà, il y a une batterie. Donc il y a une batterie au milieu qu'il faut recharger tous les 3 jours, quoi. C'est celle-là, là. Cette batterie-là. Alors il y a quelqu'un qui est préposé à la recharge, à la maintenance du système. Et il y a des fusibles aussi, des petits fusibles. Donc les fusibles ont tendance quand même à griller assez souvent, quoi. Voilà. Donc ça aussi pour dire que on peut quand même... on peut vendre à des institutions des pièces qui sont quand même fragiles. Ça, c'est possible. Ça arrive. Parce qu'on est dans une espèce de logique où la maintenance, la réparation, la réinterprétation de la pièce, elle est prise en compte. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. On le voit par exemple dans les pièces où il y a des végétaux. Beaucoup de pièces de Michel Blasi et tout ça, il faut les entretenir, sinon elles meurent. Alors. Bon, après, ça, c'est quelque chose qui existe depuis l'Arte Povera. On sait maintenant qu'on peut changer la salade, quoi, tous les jours, quoi. Donc, voilà. Je veux bien vous parler de celle-là, mais là, on est quand même encore à 10 ans, donc il y a encore du monde. Je vous parle juste de celle-là. Ils en parlent dans l'article. Donc là, on est dans le Limousin, donc ça commence à se rapprocher un peu de la photo de la conférence, quoi. C'est comment on peut être subjugué par un paysage, comment on est absorbé et on trouve un paysage merveilleux, et comment en même temps on est rattrapé par la logistique de t'oublieras pas de laver le linge, il y a les courses à faire, t'as pas payé l'URSSAF, les pneus de la voiture, il y a le contrôle technique, voilà. Donc en fait on se retrouve comme ça avec tout le poids de la logistique de la maison derrière et quand même le paysage devant, quoi. Voilà. Donc ça, j'avais fait ça suite à une rencontre avec une dame qui habitait à côté de chez moi, comme c'est marqué dans l'article, une Anglaise qui était dans ce que moi je connaissais pas encore, ou que je formulais pas comme ça, qu'on appelle la décroissance, quoi. Une logique de l'eau croissance, quoi. On décroît un peu, quoi. Donc elle me disait, est-ce que ça serait possible d'inventer, de fabriquer une machine pour laver le linge, mais qui soit pas électrique. Je dis, oui, ça s'appelle le lavoir, quoi. Comme dans les années... Ça m'a terrorisé, parce que je me suis dit, si en plus il faut maintenant retourner au lavoir, quoi. Moi, en tant qu'homme qui est homme de maison, quoi, quand même, quoi, je me retrouvais dans une position, je me suis dit, non, c'est bon, quoi, la machine à laver, je comprends pourquoi il y a une machine à laver dans une maison, je vais pas retourner au lavoir, quoi. Mais bon, l'idée de faire du sport, du fitness, ok, alors je lui dis, bah écoute, on trouve une machine, on accroche un vélo, on fait un système de tambour, tu pédales et tu laves ton linge, quoi. Elle me dit, waouh, génial, quoi, c'est vraiment ce qu'il me faut, exactement, quoi, super, quoi. Donc je commence à bosser sur le truc en me disant, putain, je suis en train de faire un vélo d'appartement qui va laver du linge, c'est la grosse idée, quoi, c'est vraiment le truc, ça va être génial, quoi. On va faire plein de sous avec ça, quoi, c'est génial, quoi. Et j'ai vu ça, c'est Decathlon qui fait ça, là, avec le shaker devant, là, maintenant, là, on peut faire son smoothie en pédalant. Donc du coup, je commence à faire le prototype et tout ça, avec le vélo. Ça fonctionne pas mal, quoi, quand même, avec l'entraînement, le système de courroie. Bon, après, je voulais commencer à mettre un peu des vitesses et tout, donc ça a commencé à devenir un peu plus compliqué, quoi. Donc,
On commençait à faire un peu n'importe quoi. Mais la pièce se réalise. Voilà, donc la pièce, elle a cette tête, quoi. Et puis l'anglaise, elle était plus là, quoi. Je sais pas où elle était. 3 mois passent et elle revient. Et je dis, mais vous étiez où, hein? Je dis, je suis parti en Australie, quoi, pour 3 mois. Hein. Et tout le discours écologique, en fait, qui était lié à sa pratique, les panneaux solaires, la décroissance, le machin et tout ça, c'était pour qu'elle se paye son voyage en Australie, ou je sais pas. En tout cas, il y avait un espèce de truc qui devenait un peu absurde dans la. Vaut mieux. Je me suis dit, putain, tu gardes ta machine à laver toute simple, quoi, qui est classe A, là, le truc qui consomme pas trop, et puis tu vas pas spécialement en Australie, et puis voilà, on n'est plus embêté avec tes histoires, tu vois, on va pas se prendre la tête, quoi. Et du coup, c'est pareil, c'est devenu un cul-de-sac, cette espèce d'histoire, et du coup, je l'ai appelé l'essorage des utopies. Voilà, je me suis dit, voilà, c'est l'essorage des utopies. Voilà, donc ça m'a. C'est pas une pièce au départ, on va dire, c'est pas une sculpture au départ, mais c'est devenu une sculpture qui s'appelle l'essorage des utopies, qui peut laver du linge quand même. Ce que j'ai pas fait pour une expo, hein. Je veux pas laver du linge pendant une expo, mais admettons qu'on le fasse et qu'on se retrouve avec un tas de linge derrière, à la. Comment il s'appelle, avec sa Vénus, hein. J'ai oublié son nom, l'italien. Là. Voilà, Pistoletto et tout ça, voilà, on se retrouve avec des espèces de trucs comme ça. Mais ça pourrait être complètement délirant de se retrouver avec quoi, les gens viendraient laver le linge, on l'étendrait, on en mettrait partout, on ferait du batik, je sais pas, on pourrait délirer, quoi. Mais l'idée me plaît, mais après le réaliser, je sais pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, ça s'appelle l'essorage des utopies, cette pièce-là. Et je lui en veux pas du tout, à cette femme. Voilà. Donc après ça, c'est une commande publique, je passe plus vite là. C'est une commande publique pour un petit 1% dans une école qui est à Marseille. Et c'est une coursive. Donc il y a beaucoup de contraintes techniques pour la réalisation de cette pièce, parce que c'était sur un mur qui appartenait pas à l'école. Ils voulaient une treille végétale, c'était au nord, avec des plantes, tout ce qu'on peut, tout ce qui est anti-mur végétal, en fait, qu'on va dire, quoi. Tout. Mais ils le voulaient. Donc j'ai fait un jardin qui n'existe pas, qui s'appelle le jardin secret. Et il y a un jasmin d'Iran qui pousse dedans, dans un bidon d'essence, quoi. Voilà. Donc il y a un bidon avec... il faut quand même mettre de l'eau dans le bidon, sinon ça crève, mais voilà, ça s'appelle Jardin Secret, et c'est fabriqué en tube de cuivre de 22, parce qu'à l'époque j'étais certainement en train de faire la plomberie chez moi, ou peut-être pas, mais donc ce sont des grandes lettres normographes qui font 1 mètre de haut, et en fait l'eau circule dedans, et il y a 3 petites vannes ici, en fait, qui sont comme 3 points de suspension. Voilà. C'est un petit 1%. Ce qu'on appelle les sculptures, quand on construit un bâtiment, il y a 1% normalement qui est reversé pour une sculpture. J'ai calculé, ça fait quoi, vu ce qu'ils ont fait en bâtiment, ça faisait pas 1% ce que j'ai eu moi, mais bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi, de faire une sculpture dans l'espace public. Donc c'est plus du tout les mêmes logiques, parce que quand même il y a des bureaux d'études, il y a des systèmes, il y a des architectes. On travaille avec un architecte qui nous dit oui, ça c'est bien, ça je préférerais pas, est-ce que tu peux faire comme ça? Donc après on négocie. Bon, après à partir du moment où c'est normalement validé, après on est bon, quoi. Mais ça met souvent beaucoup de temps, c'est ça le problème, quoi, de ces pièces-là. Et en tant que sculpteur, on est toujours dans l'envie d'avoir la réalisation assez rapidement. Comme nous, par exemple, pour le workshop demain, on va prendre des objets, on va essayer de les mouler rapidement, de les estamper pour que ça produise quelque chose, pour qu'on soit un peu dans le plaisir. Parce que si on n'est que dans le... Et donc les pièces qui durent 3 ans, 4 ans, c'est fatigant, quoi. En plus, on a dépensé tous les sous avant que la pièce soit réalisée. Du coup, après, on réalise la pièce, on n'a pas l'argent. C'est toujours compliqué, quoi. Voilà. Donc ça... c'est un peu dans l'idée du workshop de demain, quoi. Ça s'appelle les technofossiles. Alors, en soi, mouler des objets, tout le monde le fait, tout le monde peut le faire. Ce que moi, j'essaie d'apporter, c'est l'idée que, par le néologisme,
techno et fossile, les containers qui sont des containers qui servent en fait, sont des containers d'essence, des containers de gaz, des bouteilles de gaz, c'est toutes les énergies fossiles en fait. Donc je joue sur je joue sur le fait que les énergies fossiles, le fossile, voilà, on est là, on est là. Et ces pièces-là, en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est de me dire que si on les laisse dans la terre pendant 15 000 ans, on les reprend. Il n'y aura pas de souci, ça va pas bouger, ça. Parce que en fait, c'est vraiment c'est des feldspaths, donc c'est juste fabriqué. Ce sont des grès qui sont cuits à 1100 en dégourdi. Donc ça s'appelle un dégourdi parce que c'est pas un biscuit. Le biscuit, quand on cuit dans une pièce, le biscuit c'est ce qui va fermer la terre, qui va la rendre étanche. Le dégourdi, c'est juste la première cuisson qui permet après d'appliquer le décor dessus, quoi. Donc c'est encore poreux, quoi. Donc c'est un dégourdi. Donc quand on avait discuté, quand il y a eu l'article, on avait discuté aussi un article. Bon, le dégourdi, le fait que ça soit une technique qui soit t'es dégourdi, t'as réussi à trouver. Bon voilà, t'as trouvé la solution. T'es un petit rigolo, quoi. Mais en même temps, voilà, on a cette première approche, comme je dis, que j'aime bien, cette première façon d'aborder les choses de manière simple, ludique, mais après, il y a quand même aussi, bon, c'est des énergies fossiles. Les énergies fossiles, ça a un impact sur l'environnement, quoi. On ne peut pas non plus dire que l'effet de serre, les choses comme ça, c'est juste des choses qui sont rigolotes, c'est pas drôle, quoi. Si on prend 4 degrés et qu'on se retrouve avec des tsunamis et qu'il y a la moitié de la population qui meurt, on va pas rigoler, quoi. Donc il y a quand même, voilà, cette dimension-là, mais qui est dans un deuxième niveau ou un troisième niveau, quoi. Voilà. Parce que sinon, voilà, effectivement, il y a aussi ça. Si tout est alarmiste et si tout est dramatique et triste, ça devient vite invivable, tout ça, quoi. On est quand même d'accord. Donc c'est une façon de dire, oui, je pense que ça serait bien qu'on trouve autre chose que l'essence pour pouvoir rouler en voiture et pouvoir aller à son boulot. Mais, comme je disais avec Sarah Dieppe là, qui a écrit l'article qui est sorti là, mardi, je roule quand même au diesel parce que voilà, quoi, parce que j'ai une voiture et que j'ai pas non plus des millions et que je peux pas me permettre d'acheter une voiture électrique qui coûte 30 000 ou 40 000 euros. Donc, je suis comme tout le monde, quoi. Donc on se retrouve dans cette espèce de truc étrange où on dit bah oui, ça serait bien qu'on trouve une solution, mais en attendant, bon bah voilà, quoi. On est un peu piégé, quoi. Donc après, effectivement, on va essayer de se déplacer plus facilement à pied, mais pour se déplacer facilement à pied, il faut habiter dans les villes, il ne faut pas habiter à la campagne, quoi. Parce que si on habite à la campagne, on prend sa voiture comme tout le monde, on va amener ses gosses à l'école, on va les chercher, on va faire ses courses, on a fait 200 km dans la journée, et c'est une catastrophe, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Voilà. Donc, comme c'est compliqué, et que en 2015, j'ai répondu à un appel d'offres qui est une commande publique d'État avec le CNAP et qui était au départ comment rassembler des gens à un endroit donné dans une ville qui est une ville sinistrée économiquement, même si c'était à l'époque la capitale de la France, vu que c'était Tulle. Comment faire que les gens puissent... comment créer du lien, alors comme si les artistes étaient capables de sauver l'univers et de faire en sorte que les gens puissent se parler. Comment, en fait, à ces endroits-là, faire en sorte de créer des événements festifs et tout ça autour d'un objet sculptural. C'est gros défi, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai répondu à l'appel d'offres, déjà, bon, c'était pas très loin de chez moi, puisque Brive, Tulle, c'est pas très loin, donc c'est pour ça que j'ai répondu au départ, quoi.
mais je connaissais pas la ville. Pourtant, elle est à 30 km de Brive, je connaissais pas Tulle. C'est moins de 10 000 habitants, c'est la préfecture. Ce que j'ai fait, c'est j'ai regardé sur le GPS du téléphone, Mappy, à l'époque c'était Mappy, et j'ai mis préfecture de... Voilà, je me suis retrouvé avec cette espèce de géolocalisation, avec cette croix Mappy, quoi. Cette espèce de bing, de petite croix Mappy, qui me disait vous êtes à Tulle, quoi. D'accord, ok, je suis à Tulle. Donc après je suis allé visiter tel quartier, tel machin, tel truc et tout ça. Après j'ai rencontré des associations, et puis petit à petit en fait j'ai commencé à me dire mais en fait la sculpture elle est déjà trouvée, elle existe, quoi. C'est ça, c'est vous êtes là, vous êtes à tel endroit, ou vous êtes à tel endroit, vous êtes à tel endroit. Donc en fait de manière très basique, mais comme à peu près tout mon travail, je me suis dit voilà, c'est ça qu'il faut faire en sculpture, on va faire la croix Mappy, quoi, le truc, la croix là, voilà, qu'on voit ici. Voilà. Vous la voyez cette croix ou pas? Ouais. Parce qu'en fait ils font des gouttes aussi, quoi. Il y a des gouttes aussi. Mais en tout cas voilà, l'idée de départ c'est ça, et c'est complètement débile comme idée, quoi. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que l'association avec laquelle j'ai monté le projet, elle était dans une intention qui était proche de... Pour eux, ils connaissaient Nicolas Bourriaud, et ils connaissaient l'esthétique relationnelle, ils connaissaient voilà, tout ce qu'on pouvait voir au niveau de l'esthétique relationnelle. Et moi, je connaissais pas vraiment l'esthétique relationnelle, et je connais toujours pas d'ailleurs, quoi. Mais en tout cas, je savais qu'il y avait cette idée de partage de nourriture, voilà, mais c'était dans les musées, quoi. C'était pas à Tulle, hein. Et donc en fait, je me suis dit oui, ok, d'accord. Je prends en compte cette notion-là qui est intéressante, c'est on essaie de faire une espèce de cantine mobile à un endroit donné, mais cet endroit donné, en fait, on ne peut pas le déplacer. C'est la croix, mais qui est là, quoi, elle ne bouge pas. Mais la cantine, oui, parce qu'on va en faire qu'une de cantine. Et les gens, quand ils auront envie de faire un événement festif, que ça soit un concert, n'importe quoi, ils pourront partager un bol de soupe. Dans l'idée vraiment de ce qu'on fait dans les musées, là. Des mecs, voilà, on se mange un petit truc. Mais sauf que c'est pas du tout... c'est pas hype, hein, quoi. C'est genre vraiment... c'est une petite soupe, quoi. Parce que si on prend pour défi de faire une soupe avec ce qui va pousser dans le bac, là, c'est mal barré quand même, hein. Voilà. Donc il y avait il y a Frédéric Fournier, donc c'est le président de l'association. C'est lui qui a fait cette photo, quoi. Parce qu'en fait, quand ils ont changé l'éclairage pour la fois où ils sont venus voir la sculpture, le maire et tout ça, ils ont changé l'éclairage, quoi. Donc on a profité de la nacelle pour faire la photo, quoi. Donc ça, c'était bien. Mais il n'y avait pas encore la terre. Il a eu l'idée, parce qu'il m'a dit qu'il connaissait un artiste qui s'appelait... j'ai oublié son nom. Yeon Sun-soo, j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, c'est un Coréen qui était un artiste qui est mort en 2014 et qui, lui, avait fait une résidence dans un lieu, parce que l'association qui m'avait accueilli, c'était une association d'artistes qui avait accueilli en résidence des artistes, et dont, entre autres, cet artiste qui était un artiste coréen, j'ai oublié son nom, et qui avait rien fait. Le seul truc qu'il avait fait, c'était pour le vernissage, il avait fait un repas. Et les gens se rappelaient que de ça, quoi. Mais c'était génial, parce que, en fait, il avait ému tout le monde avec son repas. Il n'avait pas fait une sculpture il avait juste fait un super repas. Et les gens se rappelaient de lui en tant qu'artiste, mais qui avait fait un super repas, pas en tant qu'artiste qui avait fait une super sculpture, quoi. Donc, en hommage à ce gars-là, on avait appelé, j'avais trouvé l'idée du point soupe. Voilà. Donc c'était un hommage parce qu'il s'appelait Sou, son nom de famille c'était Sou. Et donc c'était le point soupe. Soupe, voilà. Un peu comme COP, comme la COP, comment ça s'appelle? Ouais. C'est ça? Ouais. Voilà, super.
Et dans cette typo Bauhaus, quoi, vraiment qu'on voit partout, quoi. Et en fait, après, j'ai répertorié tous les points. Point P, point S, point... Il y en a beaucoup, quoi. Et voilà. Et c'est un super projet. Mais pareil, quoi, c'est un projet qui a besoin de temps pour exister. Parce que ce qu'on a fait avec les gens du quartier, parce que ça a été placé dans 2 endroits de la ville, à l'entrée et à la sortie de la ville, dans 2 quartiers qui sont des quartiers juste... des quartiers tout simples, hein, quoi, avec justement eux par rapport à la soupe, ils nous disaient mais nous on s'en fout, on a les jardins ouvriers, quoi, juste à côté, hein, parce que les jardins qui sont là sont des jardins d'ouvriers et ils s'en servent et ils sont super, hein, il y a des super légumes dedans. C'est des jardins vraiment de subsistance pour les gens. Les gens, ils cultivent et ils mangent. Grâce à ces jardins, ils arrivent à manger, quoi. Et donc, ils disaient, on rajoutera quand même quelques légumes qui viendront des jardins, hein, parce que sinon, ça va être une petite soupe, quoi. Et donc, petit à petit, ça se fait. Et ce que j'avais juste demandé, c'était que le jour du coulage, donc le jour où... Parce que ça, c'est un coffrage en béton, ça fait 6 mètres de diamètre, quoi. Parce que pour que ça se voit un peu de haut, il fallait quand même que ça soit grand. Hein, donc ça fait quand même, c'est assez grand. C'était que les gens viennent avec un peu de vaisselle et que sur la couche superficielle du béton, on fasse un espèce de... qu'on coule des tessons de vaisselle et que ces tessons, après, en les ponçant, ils puissent apparaître comme des strates archéologiques, quoi. Voilà. Et c'est un banc, c'est vraiment l'idée du banc, donc ça s'use. Donc du coup, c'est une sculpture qui est pas gênante dans le paysage. En fait, elle se voit par-dessus, et c'est plutôt un banc. Les gens l'utilisent plutôt comme un banc. Bon, après, ça a été un peu skaté, mais c'est fragile, quoi, donc c'est pas top, quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu les nouvelles... c'est des projets qui ont intéressé le CNAP, parce que c'est des projets qui sont un peu participatifs. J'imagine que c'est pour ça que ça a été... Ou parce que c'est une façon d'imaginer le paysage différemment. Je sais toujours pas pourquoi, en fait, j'ai eu l'appel d'offres, pourquoi j'ai gagné le... Mais c'est une pièce c'est une pièce qui me touche, et les gens qui habitent à côté s'en occupent. Ça aussi, ça me... Je leur avais dit, c'est pas obligé, hein. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Parce que je suis pas dans une... J'avais pas envie que ça soit quelque chose un peu trop fascisant, quoi, de dire, bon, je fais une sculpture, vous en occupez, vous faites pas chier, quoi. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était de dire, bon, si c'est une sculpture, mais si je la fais à 60, ça vous fait un banc, les gars, donc c'est plutôt cool aussi, quoi. Ça pourra vous servir de banc, quoi. Donc j'essayais toujours de me justifier ou de m'excuser de faire une sculpture, quoi, de dire, putain, les gars, je suis désolé de vous faire une merde en plein milieu du jardin, quoi, là. Donc c'est toujours de trouver cette possibilité de sauver les meubles, quoi. Je sais pas comment dire, quoi, mais... Et ça donne ça. Ce qui du ciel est super prétentieux, quoi. C'est super étrange. Voilà. Et je pense que... Je sais pas si... je sais pas comment réagit Google par rapport à ça. Voilà. Henri Barbus. Voilà, ça c'est un... Ça c'est pour dire aussi que je fais pas tout seul, hein. Le coffrage, il a été fait par une entreprise. Il y a 16 morceaux extérieurs, intérieurs. Ça pèse je sais pas combien de tonnes, quoi. Il y a du monde qui a bossé sur le projet, quoi. Mais c'est un... Ça crée une espèce de souvenir commun que j'ai pas avec d'autres pièces, quoi. Voilà, on a presque fini. D'autres pièces, pareil, des boîtes de conserve en verre, grosses comme ça. J'avais envie de les fondre. Donc, pareil, cette espèce de défi étrange, c'est de fondre du verre, comme ça.
et de faire penser que c'était le soleil en fait qui faisait fondre le verre. Donc on se retrouve avec des espèces de dispositifs comme ça un peu étranges, ça fond. D'autres pièces sur la fonte, les liquidités, les systèmes un peu comme ça qui deviennent déliquescents, quoi. Et, un espèce de procédé que j'ai essayé de mettre en place sur plusieurs pièces, ce que j'essaie de pas faire d'habitude, parce qu'après on se retrouve dans un savoir-faire. J'aimerais pas trop que j'aime pas l'art du savoir-faire en fait, ça m'intéresse pas trop. Mais j'en ai fait quand même plusieurs. C'est en fait un système qui a des pompes avec un liquide qui passe à l'intérieur d'un tuyau et qui souligne en fait une écriture, un peu comme si on était dans les néons des publicités, quoi. Et donc avec des bulles, et c'est un liquide de refroidissement. Et l'idée de départ, c'est ce que je savais pas et que maintenant tout le monde sait, mais c'est que quand on cherche sur internet ou quand on fait n'importe quelle action avec les réseaux, ça consomme une énergie faramineuse. Et toutes les données sont stockées dans des centres qui sont des gros ordinateurs qui sont de manière exponentielle de plus en plus gros et de plus en plus difficiles à alimenter en électricité et en système de refroidissement, et qui vont devenir bientôt ingérables. Tellement ingérables qu'il y a des gens qui sont en train de dire qu'on va les mettre sur la Lune, ou qu'on va essayer d'aller les mettre au pôle Nord ou dans des endroits comme ça. Voilà. Et c'était ça en fait, l'idée c'était de fabriquer une espèce de pièce qui pouvait refroidir le mur, quoi. Voilà. Avec un liquide de refroidissement, quoi. Voilà. Donc ça je l'ai redéveloppé après en 2017 sur un château, quoi. Et je suis désolé, c'est un peu long, hein. Faut ce qu'il faut. Donc lui là, l'ultra-terrestre là. Donc ça c'est moi toujours dans le paysage, parce que le paysage est tellement magnifique là où j'habite en Corrèze, quoi, que je m'en remets jamais, quoi. À chaque fois que j'y vais ou chaque fois que je suis là-bas, je suis complètement subjugué par le paysage. Et là c'est la version repassage. Donc j'ai le fer à repasser et je vais essayer de le faire chauffer avec le soleil pour essayer de repasser une chemise, quoi. Ce qui est en soi pas moins, quoi, pas plus ridicule que l'histoire avec la machine à laver, mais qui serait une version 2.0, quoi, ou une version je sais pas quoi. Voilà. Donc fer à repasser. Un peu comme on pouvait voir dans toutes les productions du Land Art, quoi. Au début du Land Art, il y avait des produits. Mais là, pareil, là, le fil est coupé, on le voit. Hein. Il n'y a pas du tout de... Je cache rien du tout, quoi. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout. Et le dessin à côté a aucun rapport, quoi. Avec le panneau salaire, c'est autre chose. Voilà. Et ça, c'est les derniers dessins. Donc, c'est ceux qui sont exposés pour l'expo Vaste Monde, donc à Anglette, que je vous conseille d'aller voir, parce que c'est une expo qui est un peu repoussée jusqu'à mars, donc et c'est pas loin aussi. C'est pas à Paris, quoi. C'est à côté, donc ça vaut le coup. Et c'est en fait... donc ce sont des gouaches. En fait, je me suis fabriqué un espèce de système qui me permet de faire des espèces de mandalas. J'ai répertorié plus de 200 artistes qui ont fait des systèmes comme ça de cibles. Et ce qui m'intéressait, et ce qui va donner peut-être la singularité dans les miens de disques, c'est que en fait, quand on carotte la terre avec quand on fait un forage, on a les strates de terre aussi comme ça. Et il y avait vraiment cette idée
de se retrouver dans des tubes, en fait, comme si on avait essayé d'aller forer la planète ou la Terre. Et c'est réalisé, ce sont des gouaches, en fait. Des gouaches donc du crayon gris et de la gouache. Et c'est un panneau, en fait, qu'on peut faire bouger. Et donc du coup on peut le faire tourner et on arrive à avoir cette espèce de trait assez régulier. Et de plus en plus, donc par contre ça plus j'en fais, plus j'affine la technique. J'arrive à iriser un peu plus et à avoir des strates qui deviennent poreuses. Et ça me plaît beaucoup aussi. Donc allez les voir en vrai, parce qu'en photo c'est pas top, quoi. Mais c'est vraiment c'est joli, quoi. C'est donc des gouaches, des lavis, ce sont des papiers qui acceptent pas bien le repenti, parce que c'est des papiers à base de fibres on peut pas gommer, quoi. Donc avant d'arriver à faire un disque, quoi, comme ça qui a cette qualité là, j'en ai bien raté quelques-uns, quoi, quand même, quoi. Et ça s'appelle les horizons différenciés. Donc les horizons différenciés en géologie, ce sont les couches. Quand on gratte comme ça dans la terre et on peut voir les strates liées au temps qui est passé, quoi. C'est ça, un horizon différencié. C'est pour ça que ça s'appelle les horizons différenciés. Et pas les cernes du bois, quoi. C'est pas... Même si dans les cernes du bois, il y a cette idée de temps aussi, la temporalité, quoi. Voilà. Et je suis désolé si... Voilà, c'est fini. Dans l'idée de temps. Voilà. Il me fallait bien... Quoi, c'est 20 ans de boulot, donc il fallait bien 1h30, hein, quoi. Voilà. Il y a des questions? C'est pour les gauches. Ah oui, la vidéo de la... Il y a un verre Il y devant. a un verre devant et ça fait des reflets et c'est dommage. Là? Exposé. On les voit pas à l'expo. Ah oui, à l'expo, ouais, il y a les... Ouais. Dommage. Et oui, parce qu'en fait, j'ai demandé un encadrement et il s'est fait plaisir, l'encadreur. Donc il a fait un truc un peu épais. Et du coup, c'est... Ouais. Mais en fait, je pouvais pas mettre un verre anti-reflet. Parce que le verre anti-reflet, il aurait fallu qu'il soit plus près. Non, mais sans verre. Ah oui, voilà, sans verre. Ouais, l'idée, c'est le top, c'est sans verre. Ouais, de toute façon, le top, c'est vraiment de les avoir comme ça, sous la main. Oui, vous les avez vus en vrai? Ouais, bah oui, c'est le problème de l'encadrement. Hein. C'est vraiment toujours... Après, ça dépend du moment où on vient dans la journée. Parce que j'ai vu qu'il y avait des moments où il y avait vraiment du reflet et puis des moments où ça allait, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez voir? Une vidéo? Non? C'était quoi? Ouais, le poulet. Le poulet? Il y en a qui en demandent encore. Donc ça, c'est pareil, c'est des pattes de poulet qui ont été moulées en grès. Et ça, par contre, c'est émaillé. Voilà, ce sont des... donc c'est vraiment c'est très fou. Mais cette pièce n'existe plus parce que le fil a lâché et la pièce s'est cassée, quoi. Mais il a continué à marcher par contre par terre et c'était triste, quoi. Voilà. Donc le poulet, je vous l'amène demain parce que je l'ai pas, je sais pas où il est. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Mais ouais, merci. C'était chouette. C'était bien. Ouais, et puis. Oui, toute cette partie qui n'était pas difficile aussi de l'image de machines, Ouais. mais qui sont. C'est dur, quoi, quand on a juste une photo. Et ouais, mais purée, tout le monde me le dit, putain. Non, mais c'est très difficile de documenter. Oui, voilà.